fallait pas toucher au Lyme, qu'il ne fallait pas traiter le Lyme pour que d'autres maladies puissent se développer. Ça c'est cynique, mais ce sont des comme ça que ça fonctionne. Hein. Effectivement, comme la maladie de Lyme donne 350 maladies, hein, ça c'est la version américaine et allemande, on comprend l'enjeu. Après, les Américains ont décidé également de déclarer la guerre assez rapidement aux médecins qui pensaient différemment. Et il y a eu des sacrés procès aux États-Unis. Hein. Donc il y a eu des suicides de la part de certains médecins qui étaient acculés à la ruine, hein, parce qu'ils avaient perdu les procès. Bon, alors tout ce cheminement a été transposé en France. En France, on a copié la version américaine en décembre 2006, alors que la version américaine au début 2006 avait été annulée par un tribunal américain pour conflit d'intérêts. Donc ça montre bien la connivence entre le milieu financier et puis le monde médical. Après ça, donc il y a eu ces connivences, et puis en 2006, ils ont sorti leur recommandation au mois d'octobre. Et la France s'est précipitée là-dessus pour faire un copier-coller hein, en décembre 2006. Et derrière, Perron le précise, lui, il avait déjà d'autres idées, il a été écarté, il faisait partie de la conférence, mais ils ont tout fait pour ne pas qu'il vienne. Il n'a pas assisté à cette réunion, ils ont décidé de copier les Américains. Et ils ont apporté cette même mentalité, c'est-à-dire qu'il fallait se prendre tout de suite aux médecins, aux professionnels de la santé qui pensaient autrement. Donc nous, on a commencé dans les années 2007-2008, et déjà en 2009, on a eu des patients qui ont été convoqués par les caisses. Hein. Et après, les procès ont commencé. Et quelle est la position de l'OMS là-dessus? L'OMS. L'OMS était assez anti-Lyme, hein. Mais maintenant il y a un changement, hein, parce que depuis le 2 août là, de cette année 2018, ils ont reconnu la maladie de Lyme chronique et ils ont inscrit la maladie dans la liste des maladies. Ça c'est très très important, mais ça voulait dire aussi que les anti-Lyme étaient tellement puissants qu'ils ont réussi à ne pas faire marquer la maladie. La maladie de Lyme n'existait pas dans le registre de l'OMS, donc c'est assez catastrophique. De même qu'actuellement, dans le registre européen, la maladie de Lyme n'est même pas inscrite. Hein. Et il y a un texte qui a été voté le 10 septembre en commission parlementaire à Strasbourg, bon, et le texte aurait dû être voté le 4 octobre, donc il y a 3 semaines de ça. Et là, je ne connais pas encore les raisons pour lesquelles le texte n'est pas passé. Mais la commission a voté à l'unanimité ce nouveau texte, Lyme pour l'Europe, qui a une avancée. Donc, il dit voilà, il faut que les pays s'entendent, fassent une politique commune, parce qu'il y a des pays où la maladie est bien traitée, hein, bien diagnostiquée, et dans d'autres pays où on ne reconnaît pas la maladie. Et également, il y a la chasse aux sorcières. Et ce texte prévoit aussi l'inscription de la maladie dans le registre européen. Donc pour l'instant, ça n'est même pas encore marqué, alors que c'est une pandémie mondiale. Alors l'ONU a aussi est venue à notre secours. Hein. L'année dernière, ils ont créé une commission spéciale sur le Lyme. Alors ça voulait dire aussi qu'une instance mondiale s'intéresse à la maladie. Et si elle crée une commission, c'est parce qu'il y a bien un problème. Elle ne crée pas une commission pour une angine ou bien pour une sinusite. Mais par contre, ils en ont créé une pour le Lyme. Et le rapport a été publié fin juin 2018, donc c'est tout récent. Et il dénonce la corruption en médecine dans l'affaire du Lyme en donnant les preuves. Corruption internationale. Alors, donc vous tirez un peu les conclusions. Et puis pourquoi cette chasse chez nous? Bon, c'est un peu pire en France, parce que bon, on a une mentalité un peu particulière peut-être aussi. En Allemagne, ça ne se passe pas comme ça. On critique toujours les Allemands, mais nous on est en zone frontalière. C'est un peu différent, on les connaît peut-être un peu mieux. Quoi. Et ils ont un sens de la démocratie beaucoup plus avancé que chez nous. Hein. Bon, ils ont assez donné avec Hitler, hein, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus soucieux que nous. Hein. En France, on a toujours encore sur l'esprit voilà, du grand Versailles, de Louis XIV, voilà. La grande France. Non, mais c'est toujours pareil. Donc actuellement, on subit une persécution et une dictature de la pensée unique. Voilà. Et les profs de Strasbourg ont sans doute pas mal de choses à se reprocher. Ils ont trempé aussi, bon, il y a sans doute des conflits d'intérêts, il y a des procès qui vont commencer. Il y a des dizaines de plaintes contre certains professeurs, dont les professeurs de Strasbourg. Bon. Parce que ce professeur a dit, là, il y a 15 jours, il a donné à l'Académie de médecine une petite interview du professeur Christman, elle a d'ailleurs regardé encore ce matin, c'est effarant. Hallucinant. En 2 minutes, il dit que la maladie n'existe pas. Dis-moi pas que c'est une petite maladie
Hein, les tests sont bien connus, ça marche très bien, à 100%. Les bactéries sont très connues, ce qui est complètement faux. Parce que là, hier, on m'a fait venir, on m'a donné une information, il y a une nouvelle bactérie qui a été mise au point, enfin, non, pas mise au point, découverte par les Allemands, par l'armée allemande. C'est une tique géante, hein, qui peut atteindre 5 fois la taille d'une tique normale, qui peut dépasser le centimètre. Hein, et puis qui détecte les proies à une certaine distance, et puis qui court après les proies jusqu'à une centaine de mètres. Voilà. Ça, c'était découvert, bon, et ça a été publié hier. Donc, on ne connaît absolument pas la maladie, ou bien l'ensemble de la maladie de Lyme. Parce qu'en fait, il ne faut pas parler de la maladie de Lyme, il faut parler comme la Fédération française. Donc, on a créé, avec le professeur Perron, hein, donc c'est la Fédération française des maladies multiples. Hein, parce qu'il y a les co-infections qui jouent un très grand rôle, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de l'environnement. Si on veut traiter quelqu'un qui a une maladie complexe, qui est malade depuis des années, il faut pas seulement traiter une bactérie, il faut traiter un terrain, il faut voir l'environnement dans lequel il vit. Il y a actuellement trop d'ondes électromagnétiques qui rendent les gens malades. Il y a le terrain alimentaire, donc, qui a été évoqué avant. Hein. Donc, il y a l'hyperacidité, il y a énormément tous les produits chimiques, hein, et tous les métaux lourds qui polluent l'organisme actuellement. Hein. Et en France, bon, en ce qui concerne les maladies émergentes, on s'en fout. On ne reconnaît aucune maladie émergente. Hein, et les gens qui émettent ça, bon, ils vont poursuivre par le cancer de l'ordre. Même le professeur Bellepomme, qui est assez connu, qui est un cancérologue en retraite, il s'occupe de l'électrosensibilité. Bon, il voulait le rayer, le cancer de l'ordre, alors qu'il est retraité, et il soulève un problème. Alors que dans d'autres pays, on en parle facilement. Moi, je vais me former en Allemagne depuis 30 ans, mais il y a 30 ans, on parlait d'électrosmog. Hein, moi, je n'ai entendu jamais entendu parler en France. Enfin, j'aimerais quand même mettre une note d'optimisme, parce que là, actuellement, nous avons une association qui s'appelle Lyme sans frontières. D'ailleurs, on se rapproche d'une autre association qui est ici présente, c'est Droit de guérir. Voilà, dans les personnes. Voilà. Et cette association veut vraiment se réunir avec les autres associations de France et d'autres pays, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, et même les États-Unis. Et nous sommes en train de conjuguer nos forces pour justement essayer d'empêcher les autorités de continuer à maintenir le consensus 2006 et justement permettre à tous les malades d'avoir un bon diagnostic, le meilleur possible avec les outils dont on dispose actuellement. Et cela est en train d'être mis en route avec vraiment énormément d'énergie, parce que nous réunissons maintenant régulièrement, nous sommes tous des bénévoles, et on a hier, pas plus tard qu'hier, vu un député qui est particulièrement mobilisé pour nous aider et vous aider, parce qu'il a lui-même dans sa famille quelqu'un qui est touché, et il veut débattre de la question à l'Assemblée nationale et devant la ministre. Il nous demande de donner tous les arguments qui peuvent effectivement l'aider à convaincre qu'il faut changer les choses et que vous soyez enfin correctement traité. Et en particulier, nous avons un argument de choc, c'est que quand il y a eu le fameux protocole national de diagnostic et de soins qui a été pondu là au mois de juin, eh bien tout a été signé par les participants. Et au dernier moment, à la dernière seconde, quand il fallait publier ce protocole, eh bien, la Société de pathologie infectieuse française et le Centre national des références des Borrelia, que je n'aime pas trop, comme vous le savez, eh bien, ont envoyé un courrier secret à la Haute Autorité de Santé pour leur dire « Stop! Non, non, on ne veut pas, comme ça a été dit et signé, qu'on le fasse systématiquement pour le dépistage ELISA et Western Blot. Arrêtez tout, on veut maintenir le consensus. On fait d'abord ELISA, et c'est seulement si le test ELISA est positif qu'on pourra faire un Western Blot. » Voilà ce qui s'est passé. Et ça, on l'a dit au député, et le député, effectivement, a pris bonne note. Et ce sont des choses qui ne se font pas. Ça correspond à une fausse information, et surtout, ça correspond à un blocage, alors qu'on sait pertinemment que les tests ELISA, dans le monde entier, on sait que ce sont des mauvais tests. D'ailleurs, j'ai rencontré je peux continuer là? J'ai rencontré le docteur Horowitz, qui est un grand spécialiste, il y a déjà 13 000 cas à son actif,
de Lyme qu'il a soigné, il a 80% de réussite. Il participe actuellement à un congrès, le congrès américain sur la maladie de Lyme. Il fait partie des 7 participants à ce congrès pour traiter la maladie parce que c'est un expert. Et il dit que voilà, effectivement, la maladie de Lyme, eh bien, il faut reconnaître sa chronicité, on la reconnaît. Et puis par ailleurs, les tests ELISA ne sont plus à prendre en considération, on n'en veut plus, donc on les exclut. Voilà ce qu'a dit le Congrès, et il me dit, il m'a dit, vous allez entendre parler de ces conclusions, et on les enverra, et ça va évidemment être pris en compte par l'Assemblée nationale en France. Voilà. Donc si vous voulez, il y a une communication maintenant internationale où tout ce qui se passe ailleurs est retranscrit et on ne peut plus jouer la politique franco-française où la SPIF et le CNR veulent absolument maintenir les choses en état. C'est plus possible. Et c'est d'autant moins possible que vous êtes là, que vous écoutez ce qu'on vous dit, que vous êtes informés, ou peut-être qu'on vous a informé ce soir, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous savez maintenant que les tests de dépistage ne sont pas bons. Ça s'appelle ELISA. Vous savez maintenant que vous, en tant que cotisant de la Sécurité sociale, vous avez le droit à des bons tests. Il y en a un que je vous ai cité, c'est ce fameux Western Blot Biocinex. Il y en a d'autres qui sont bons aussi, qui sont spécifiques à 99,7%. Ça veut quand même dire quelque chose. On ne peut pas se tromper si la réponse est positive. C'est que c'est ça, sauf si vous avez un SIDA, c'est-à-dire un syndrome d'immunodéficience acquise. À ce moment-là, le test ne répondra pas, mais il suffit que le médecin, avec vos symptômes cliniques, dise « Oui, mais bon, les anticorps n'ont pas répondu, mais c'est pas grave, on va traiter parce que vos symptômes sont trop typiques du Lyme, on va traiter juste avec la clinique et on verra bien ce que ça donnera. » À ce moment-là, on vous fait un test de confirmation Western Blot 3 mois ou 6 mois après, et là on voit les anticorps qui apparaissent. Donc si vous voulez, vous êtes informé et vous savez que vous avez des droits, et vous avez même une exigence, c'est qu'on vous fasse un bon diagnostic et qu'on puisse vous traiter en conséquence. Allez-y. Oui, j'avais une question. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des traitements qu'on n'a pas beaucoup abordés? On connaît l'antibiothérapie, mais vous avez parlé des huiles essentielles, ça m'intrigue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les traitements? Alors, pour les traitements, justement, François va vous en parler. Donc, c'est la deuxième phase de la soirée. Donc, si vous voulez bien juste attendre un petit peu, parce qu'on va vous donner plein d'exemples. D'autres questions? Oui, mademoiselle. Oui. Je prends les mots, Ou vous parlez très fort, c'est comme vous voulez. Prenez le micro, prenez le micro. Est-ce que M. Boulier est là? Ah oui, bonsoir. Venez, c'est très bien. Il y a une chef encore. Voilà, mademoiselle. Bonsoir. Je me posais une question par rapport à la donation de sang et à la donation d'organes. Est-ce que, d'une part, les gens qui sont diagnostiqués de la borrelia ont toujours le droit de donner leur sang et de donner leurs organes? Et d'autre part, est-ce que ça peut être transmissible par cette voie? Quelqu'un, par exemple, qui est porteur sain ou qui n'est pas au courant qu'il contracte cette maladie, est-ce qu'en donnant son sang, est-ce qu'en donnant ses organes, il va transmettre cette maladie ou est-ce que c'est pas possible, quoi? Oui, donc c'est une bonne question. Bon, moi j'ai accompagné le professeur Montagnier il y a 2 ans et demi pour voir le responsable du centre de transfusion pour la France. Hein. Et on lui a posé quelques questions et on lui a proposé un travail en commun pour voir si effectivement il y avait des risques de transmission. On attend toujours sa réponse. Hein, c'est la politique de l'autruche et on s'en fout complètement. Alors que dans d'autres pays, on émet des doutes sérieux. Et moi je déconseille aux gens qui sont en traitement de donner le sang. Après, bon, je vais juste évoquer aussi la transfusion materno-fétale. Hein. Ça c'est pareil. Hein. Ça c'est un problème extrêmement important parce que je vois qu'il y a, et je traite pas mal de familles hein, sur 2-3 générations qui ont été contaminées chaque fois par la femme, hein, par la grand-mère, la mère et les enfants. Ensuite, ça c'est un sujet qui n'a pas abordé en France, alors que le professeur Christman a accepté de dire devant le tribunal à Colmar là, il y a 2 ans qu'il y avait un petit risque. Hein, mais il n'en a jamais parlé et il ne le publie pas, ce qui fait que pour les médecins français, ça n'existe pas. Et ça, c'est scandaleux. Hein. Là, dans ce livre, qui est une Bible allemande, hein, uniquement sur le Lyme, hein, et on parle de 14 travaux internationaux, dont 12 qui confirment qu'il y a transmission. Il y a 3 jours, le Canada a reconnu également la transmission materno-fétale. Et ça, c'est très important parce que pour les jeunes femmes qui sont
un âge de procréer. Hein. Moi, je dis toujours, il faut déjà faire le test, vérifier, traiter avant la grossesse. Et les femmes qui sont en traitement, je dis surtout éviter de tomber enceinte. Bon, ça arrive de temps en temps, puis j'ai déjà eu effectivement des femmes qui étaient au début du traitement, qui sont tombées enceintes plus tôt que prévu. Hein. Bon, alors moi, j'ai continué à les traiter pendant la grossesse, pendant un certain temps. Hein. Et là, j'ai fait faire des dosages sur le cordon ombilical. Bon, je connais des sages-femmes qui ont voulu jouer le jeu. Hein. On a fait des dosages d'anticorps sur le cordon ombilical au moment de la naissance et qui sont revenus positifs. Bon, alors ça, on est au moins sûr que ça passe. Et on a piqué les enfants 1 mois ou 2 mois après. Donc, et c'est revenu positif. Donc, c'est bien transmissible par voie materno-fétale. Et ça, c'est très important parce que ça explique pas mal de pathologies du nourrisson. Et ça commence souvent très jeune. Hein. J'ai des bébés qui commencent à avoir des problèmes dans les premières semaines et qui peuvent être expliqués par la maladie de Lyme. Et si on traite le Lyme à ce moment-là, les pathologies s'améliorent. Le Lyme est responsable de beaucoup de malformations également et de fausses couches. Ça, il faut le savoir. Et c'est dommage de ne pas s'occuper de ce problème. Maintenant, bon, là, il y a une sage-femme de chez nous qui travaille au CHU de Strasbourg qui s'occupe de l'échographie. Hein. Elle ne fait que ça. Et actuellement, il y a une flambée depuis 2-3 ans de beaucoup de malformations, pas toujours majeures, mais depuis des malformations. Hein. Et personne n'a de réponse. Alors donc, il ferait mieux de s'intéresser à ces problèmes. Hein. Ça, c'est un problème très grave, voilà, et on s'en fout. Alors pour les enfants autistes, c'est pareil. Hein. Sans doute, il y a le Lyme derrière, dans une grande majorité. D'ailleurs, il y a une étude qui avait été faite par le professeur Montagnier et le groupe Chronimède il y a quelques années. 60% des enfants autistes répondent sur le Lyme positif et répondent au traitement. Et ça améliore et ils peuvent guérir du traitement. Et en France, on ne fait rien. Oui, je voulais juste rajouter, parce que c'est vraiment angoissant pour une jeune femme qui veut avoir des enfants, de se dire que c'est la Lyme, elle peut le transmettre. Je pense qu'il y a quand même une restriction dans cette affirmation. C'est que si elle a une hygiène de vie parfaite, ou à la rigueur, si elle prend des antibiotiques, les borrélies vont rester dans les cellules ou enquistées et ne pourront pas circuler, comme vous avez vu, avec la forme active et mobile. Donc c'est une façon de surmonter le problème. C'est pendant sa grossesse, eh bien, où elle a une hygiène de vie parfaite et elle ne risque pas que les borrélies circulent, ou alors elle prend à la rigueur des antibiotiques. Ça, c'est au gynécologue de décider. Mais il n'y a quand même pas systématiquement transmission de la mère à l'enfant. D'autres questions? Ou rapidement, pour un Alzheimer, est-ce qu'on peut aller voir un médecin et demander à faire passer le test Western Blot? Oui. Quelle est la démarche en fait? Oui, bien sûr. on peut faire ça? Non, parce qu'en France, on ne pense pas, puis on ne fait pas d'association entre Alzheimer et maladie de Lyme. Hein. Là, il y a un livre important qui est sorti, un livre américain, et puis on commence à en parler maintenant en France. C'est du Dr Dale qui dit que c'est la fin d'Alzheimer. Donc Alzheimer n'existe peut-être pas. Hein, il y a X maladies qui donnent des formes, des troubles cognitifs. Et en réglant ces différents problèmes, on peut améliorer et voire guérir un certain nombre de gens. Donc le Lyme donne effectivement beaucoup de troubles cognitifs. Ça peut commencer déjà dans l'enfance, hein, pour les jeunes enfants qui sont perturbés, qui sont hyperactifs, qui ont des troubles de comportement et tout ça. Il y a beaucoup de Lyme derrière. Hein. Chez les jeunes scolaires, à l'école primaire, ils ont déjà des troubles au collège et tout ça, puis au lycée. J'ai eu des gens qui étaient obligés d'arrêter les études hein, parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre. Alors on les considérait comme des cancres, alors qu'en fin de compte, ils étaient uniquement malades. Hein. J'ai eu des jeunes qui étaient obligés d'arrêter. Là, j'en ai deux là, qui avaient arrêté en première hein, parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre. Bon, ils avaient arrêté 2 ans les études et après le traitement, bon, ils ont pu retourner en classe quoi, et passer le bac. J'ai eu aussi des gens qui étaient en faculté qui étaient obligés d'arrêter. Là j'en ai 2 là, qui ont arrêté les études universitaires parce qu'ils n'arrivent plus à suivre. Pour des troubles cognitifs importants et graves. Et après, le traitement, les gens récupèrent. Alors quand les gens ont dépassé la cinquantaine et quand on se rapproche de la soixantaine, si vous avez des troubles, automatiquement vous colle l'étiquette Alzheimer. Et puis vous êtes foutu, hein, parce qu'avec une étiquette comme ça, on va vous dire, bon, vous prenez des médicaments, or les médicaments ont été déremboursés à cause de l'inefficacité, ça il faut le savoir. Donc
on ne propose rien, donc voilà, on met une étiquette et puis attendez de crever tranquille. Parkinson, c'est pareil. Parkinson, une partie, hein, donc là il n'y a pas tout Alzheimer, non pas du tout. Mais dans le livre américain de Dr. Dale, il cite les causes infectieuses comme étant une cause importante, il cite le Lyme à 4 reprises, mais il y a d'autres microbes, et surtout d'autres parasites, par exemple la toxoplasmose dont on disait qu'il n'y avait aucun problème en France, sauf chez les femmes enceintes, hein, où ça donne des malformations. Et après, on disait qu'il n'y avait aucune pathologie. Or, les Américains ont fait des recherches pendant 30 ans, tout de même, avec plusieurs équipes, et ils ont pu démontrer que la toxoplasmose vont aller dans le système nerveux central, donc au niveau cérébral, et était responsable donc, des maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer et tout ça. Parce qu'en fait, les parasites emmènent avec eux, ils servent de transporteurs de bactéries. Les bactéries n'arrivent pas à traverser, mais le parasite est plus costaud, il réussit. Alors, certains réussissent à traverser et emmènent avec eux des bactéries de Lyme et d'autres. Voilà. Et en traitant ça, les gens s'améliorent, c'est ça la partie importante. Bon, c'est justement le grand-père de ce jeune là, qui avait arrêté pendant 2 ans les études. Il y a 1 an, sa femme est venue en consultation avec lui parce qu'il perdait un peu la boule, un peu beaucoup, parce qu'il n'arrivait plus à faire de la voiture ni rien. Avec le traitement, voilà, il a bien récupéré. Et comme il habite la région, chez nous, près de Strasbourg, il est capable de nouveau de reprendre le TGV pour monter à Paris, de s'occuper comme trésorier d'une association. Voilà, juste pour dire, donc, alors qu'il était parti, et on lui mettait déjà l'étiquette Alzheimer. Et quand il était venu en consultation, au début, il ne parlait jamais, quand c'était sa femme qui parlait. Maintenant, il vient seul en consultation. Voilà, la grande différence. Et puis, quand on a 70 ans, ou bien on est sur la pente avec une étiquette Alzheimer, puis votre vie est foutue, ou bien il y a encore une possibilité. Alors, une partie importante, c'est les parties neurologiques, puisqu'on en a abordé. Avant, on avait parlé des scléroses. Hein. Et voilà, bon, ça c'est juste à M. Bouly que je présentais. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui n'ont pas le moral, il faut l'avoir. En 2012, j'étais condamné. On m'avait déclaré, c'est là, maladie Charcot, comme tout le monde connaît. Il m'avait dit entre 2 à 5 ans de vie. Puis en fin de compte, ça a duré un petit peu, je suis encore là. Alors, mon parcours, j'ai été soigné d'abord à la Salpêtrière, malgré les récalcitrants qu'il y a à la Salpêtrière. Ils m'ont mis pendant 13 mois sous antibiotiques à haute dose, à 2 grammes de sang tous les jours, si mes souvenirs sont bons. Mais mon calvaire n'était pas fini, puisque j'ai descendu l'enfer, j'avais les symptômes du bout des pieds au bout des cheveux, hein, aussi bien, malgré que j'étais perdu. Que ça soit les yeux, je voyais d'où, je voyais trou, je voyais flou, j'avais des symptômes comme ça pendant 18 heures de calvaire par jour. J'avais le cœur qui battait, ça s'arrêtait, c'était les poumons, ça s'arrêtait, j'avais, à force, je ne sais plus, j'ai tellement raconté de fois que, mais bon, les piqûres dans les cuisses, les douleurs partout, c'était insoutenable. Et puis, ma femme, un jour, a vu le docteur Valméon passer à la télévision pendant 1 minute 30. Et puis, elle m'a emmené, parce que moi, je ne marchais plus, je ne déglutissais plus, j'avais perdu 20 kilos. Et puis, le trajet de chez nous à Strasbourg, il y a 550 km, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai beaucoup de périodes comme ça que je n'ai pas vu parce que je perdais la tête. Et c'est tout un cérémonial que l'on subit comme ça, là, parce qu'on n'est pas... Je peux remercier en même temps au passage Mme Schaller qui a suivi en même temps que l'allemand mon dossier, qui m'a permis d'être debout actuellement. Et puis, je ne sais plus quoi dire. Je suis un peu ému parce que je ne suis pas habitué toujours à parler en public comme ça. Mais bon, c'est toujours du fond du cœur. Je veux dire, pour ceux qui sont malades comme moi, il faut avoir de la volonté, il faut suivre sans sucre, tout ce que pourra vous conseiller le docteur vis-à-vis des pesticides et tout ça. Il faut bannir tout ça. En fin de compte, les grandes sociétés industrielles nous vendent, comme disait Jean-Pierre Coff, de la merde. Et c'est vrai, parce que tout est trafiqué, tout transforme notre corps. Notre corps ne peut plus se défendre. Je ne sais plus quoi dire.
une question sur la prévention. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui campent dans la forêt de Notre-Dame en ce moment, pour éviter d'avoir les tiques? Bon, donc là, il existe un moyen qui marche assez bien, enfin que j'ai vu dans la presse allemande hein, et que j'ai déjà conseillé à pas mal de gens. Si on prend de l'huile de nigel ou bien l'huile de cumin noir d'Égypte, c'est un répulsif naturel et on peut s'en mettre tous les jours hein, sur les chevilles quand on part faire une balade, sur les chevilles, dans la nuque, sur les poignets, ou bien... Ouais. Et aussi on prend avaler carrément. Hein. Donc quand c'est une bonne période, bien quand on part pour quelques jours, autant prendre, ça existe en bouteille, ça existe aussi en gélule. Ça c'est un bon moyen, et je le conseille depuis quelques années. Effectivement, il y a des bombes avec des produits chimiques. Hein. Alors ça se va pour une temps, mais pour les gens par exemple qui vont souvent en dehors, on ne peut pas non plus s'intoxiquer avec des bombes chimiques. Voilà. Ça c'est un moyen qui marche. Et aussi peut-être traiter la flore intestinale, parce qu'on a vu que les gens qui sont souvent piqués par les moustiques, quand ils prennent des probiotiques, bien de l'ultralevure, ils se font beaucoup moins piquer. Quoi. Ah, c'est de l'huile de nigel. Nigel, N-I-G-E-2-L-E, ou huile de cumin noir d'Égypte. Est-ce que ça marche aussi pour les animaux? Pour les animaux, et c'est comme ça que ça a été découvert. D'ailleurs, c'est un jeune Allemand qui avait un chien en coulis avec les longs cheveux, non, les longs poils, et qui faisait des concours de chiens. Et puis finalement, il lui donnait à manger donc des extraits et puis de l'huile de cumin noir. Et finalement, bon, le poil était de meilleure qualité, était plus brillant, et il n'a jamais été piqué par les tiques. C'est comme ça que c'est sorti dans la presse allemande il y a 4-5 ans. Quoi. Et maintenant, le conseil. Il y a aussi chez nous, dans la région, il y a la société La Bonale, qui est un fabricant de chaussettes. Et ils ont sorti une chaussette qui marche bien, anti-tique. Hein. Mais c'est un produit chimique. Alors, pour les gens qui sortent souvent faire des randonnées, je conseille d'abord de porter une autre chaussette, plus fine, et de mettre celle-ci par-dessus. Et après, il faudra éviter de trop les laver, hein, parce que c'est à force de lavage, le produit part. Hein, c'est été également mis au point pour l'armée, hein, parce que l'armée française, bien sûr, toute l'infanterie est très concernée par ces problèmes. Parce qu'ils rompent souvent et c'est une maladie professionnelle chez les militaires. Allez-y. Oui, en définitive, pour les diagnostics, vu le nombre de borrélies différentes, le diagnostic biologique est le seul efficace. On a vu que le tableau clinique était fondamental et qu'il faut toujours mettre en corrélation évidemment un tableau clinique avec une sérologie ou un autre test. Oui, mais pour nous c'est un peu plus compliqué en tant que médecin. Quand on est pour le contrôler, parce que le médecin conseille, il s'en fout, hein. Il veut un test positif. Moi je suis actuellement poursuivi parce que j'ai traité des gens avec un test ELISA négatif, mais je n'ai jamais traité quelqu'un sans test positif. Mais les autres tests allemands, ils s'en foutent, ils n'en tiennent pas compte, alors c'est ça l'Europe. Hein. Et le pire, c'est qu'actuellement, ils sont en train de créer l'Europe métropole à Strasbourg, avec la ville allemande, donc un quartier à qui, du côté allemand, on reconnaît la maladie, on traite les gens, et on fait tous les tests qu'on veut. Le médecin a la liberté totale de prescription. En France, on est muselé, quoi. Et si on traite les gens avec un test allemand, on passe devant le tribunal et on demande de rembourser le traitement que je prescris. Voilà, c'est ça la triste réalité. Alors maintenant, effectivement, le problème est compliqué, c'est qu'on ne peut pas traiter, enfin, on peut traiter les gens sans test. Hein. Effectivement, et dans le texte initial de 2006, c'était marqué que la clinique était primordiale. Mais en pratique, il faut tout de même un test. Alors, pendant pas mal d'années, le temps que Viviane avait son laboratoire, il n'y avait aucun problème. Son test marchait très bien. Après sa fermeture, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il n'y avait pas d'autres tests. Hein. Il fallait en chercher ailleurs. Donc, alors souvent, j'ai conseillé les tests vétérinaires, hein, la PCR en fait, qui marche très bien. La PCR en médecine est très utilisée pour d'autres microbes, mais sauf pour le Lyme, on ne veut pas s'en servir. Alors, allez comprendre pourquoi. C'est en fait, en France, on a éliminé tous les tests qui permettaient de trouver du Lyme. Hein, donc, il fallait également éliminer la PCR. Quoi. Si j'ai un conseil à donner, c'est qu'effectivement, on a des outils pour faire un bon diagnostic, en particulier ce test Western Blot, mais il ne faut pas se contenter du commentaire du biologiste parce que souvent, il n'a pas vraiment le recul nécessaire. Donc, il est très important
d'exiger que les tests Western blot soient rendus avec le tracé scanner, les pointes que je vous ai montrées là. Comme ça, vous avez l'ensemble de toutes les protéines, les 15 en IgM, les 15 en IgG, donc vous avez 30 réponses, et vous avez des pics. Si vous avez des pics qui apparaissent, même en dessous du seuil, vous savez que vous avez des anticorps spécifiques. Et vous savez que ces anticorps ne sont pas là par hasard, ils correspondent effectivement à la présence des borrélies. Voilà, vous le savez. Parfois, le biologiste ne le sait pas, ou le médecin ne le sait pas, mais vous le savez, parce que je vous l'ai dit, et parce que je vous garantis que ça marche. Donc vous avez une spécificité de pratiquement 100%, vous avez une réponse, et il faut effectivement demander ces bons tests-là. Parfois, c'est de votre poche, parce que malheureusement, la nomenclature dit test ELISA négatif, donc on s'arrête là. Si vous avez envie de faire un bon test, eh ben vous exigez le Western blot, malheureusement, c'est vous qui le payerez. Mais si par contre le test ELISA est positif ou douteux, vous avez droit au Western blot, et alors, s'il vous plaît, exigez du labo qui vous fasse les deux bandes, IgG et IgM. Parce que là, il y a souvent des labos qui, pour économiser une bande qui coûte 15 €, vont vous faire juste une bande, hein, comme ça, à leur discrétion. Donc ça ne va pas, je trouve que c'est vraiment pas bien. Et à vous d'être informé, de savoir que vous avez le droit d'exiger les deux bandes, c'est le test complet, que vous l'avez payé, et que ça va vous donner des renseignements que peut-être certains médecins vont pouvoir interpréter pour vous donner tout ce qu'il faut pour engager un traitement en connaissance de cause. Oui, madame. Si l'IgG, vous disiez, est positif, c'est donc borrélie, et vous disiez que pour voir que le traitement était efficace, il fallait qu'il y ait une augmentation des anticorps. Oui, c'est un petit peu vrai, oui, IgG, si les anticorps augmentent, effectivement, enfin, il ne faut pas généraliser, hein, c'est un peu délicat hein, de donner ce schéma-là. Pour comparer les tests, parce que vous avez dit tout à l'heure que quand on faisait un test après pour voir que le traitement fonctionnait, ça veut dire que ça a augmenté les anticorps. Oui, oui. Alors, ce qu'il y a, c'est que les anticorps qui doivent augmenter, en général, c'est les IgG. Les IgM étant plutôt signe d'une pathologie active. Si on a des IgM négatifs et des IgG positifs, ça veut dire peut-être, dans certains cas, la plupart des cas, que vous avez une bonne immunité, que vous avez une certaine protection. Voilà. Donc la borrélie existe et qu'elle est dormante. Voilà, oui, c'est ça. Juste donc un petit conseil, hein, c'est que si en France les tests reviennent négatifs, et si l'hôpital vous déclare sain, donc que vous n'avez rien et que vous êtes vraiment malade, méfiez-vous des diagnostics français, quoi, tout simplement. Et malheureusement, il faut chercher la vérité ailleurs. On est en Europe, hein, voilà, il faut chercher des tests ailleurs. Moi, donc, j'utilise depuis un certain temps dans les tests. Pendant un an, je commençais le test vétérinaire, hein, qui marche très bien. Donc, les chiens et nos chats en France sont mieux soignés que nous. Hein. Donc, on ne voit même pas en chien. Donc, ça, c'est triste à dire. Hein. Et la PCR vétérinaire ne coûte pas cher. Hein. L'Institut Pasteur demande 99 € pour le test. Les vétérinaires le sortent à 39 et ils ont fait plusieurs PCR pour d'autres maladies, pour d'autres microbes. Hein. Ça descend à une trentaine d'euros. Voilà. Et si ça ne suffit pas, il faut aller en Allemagne. Bon, moi, j'utilise le microscope, mais en fait, ce n'est pas une technique allemande, c'est une technique qui était autant française hein, et qui est toujours utilisée actuellement par l'Institut Pasteur en Afrique hein, pour la recherche de maladies de Lyme. Elle est utilisée encore en France pour la recherche de la syphilis. Hein, et le professeur référent pour la syphilis en parisien, c'est le professeur Janvier de l'hôpital Saint-Antoine, hein, et qui regrette que le déremboursement ait eu lieu en 2015. Hein. Depuis 2015, il ne rembourse plus ce test. Et il dit que c'est un scandale parce que c'est le meilleur test pour dépister une syphilis au stade primaire. Voilà. Et comme le microbe de la syphilis est une cousine hein, de la maladie de Lyme, donc il y a même une technique qui marche bien. Hein, et en plus, c'est une technique qui a été reconnue par le CDC américain, ça c'est l'organisme, c'est l'équivalent de l'Institut Pasteur, mais en plus grand au niveau américain. Ils l'ont reconnu comme méthode valable pour le diagnostic de la maladie de Lyme en 2015. Donc on a tous les certificats que c'est un très bon test. Et pourtant, les professeurs de Strasbourg disent que ça ne vaut rien, que c'est bidon. Donc ils crachent un peu à la figure de ce cher M. Borel, hein, qui était professeur à Strasbourg en 1918 jusqu'en 1936, l'année où il est mort. Et c'est lui qui a découvert des bactéries en Afrique. En 1907,
dans la colonie française. Maintenant, je ne sais plus si c'était le Sénégal, mais en Côte d'Ivoire, quelque part là-bas. Alors moi, j'avais une question. Déjà, je voulais en profiter pour vous remercier, docteur Lallemand. Grâce à vous, ça fait quelques mois que je revis. Et ma question était, que peut-on faire, nous, en tant que malades, pour essayer de faire avancer les choses et de vous soutenir, tout simplement? Je pense que, donc, actuellement, on a lancé une campagne. Moi, je dis au maximum de patients qui viennent, il faut écrire à votre député. Hein, il faut écrire à votre sénateur. Il y a une commission parlementaire qui a été créée et il y a deux députés de chez nous, enfin Vosgien et le député de près de chez moi, qui sont des vice-présidents de la commission parlementaire et qui veulent également s'occuper du problème. Ils s'occupent actuellement, quoi. Donc il faut faire pression, il faut écrire à votre député comme quoi vous êtes électrice de sa circonscription, parce que bon, ils sont très sensibles à ça. Et dire que la maladie de Lyme existe aussi chez lui et qu'il se mette en rapport avec la commission parlementaire sur la maladie de Lyme. Bon, c'est un moyen, peut-être en faible, surtout avec Macron actuellement, qui s'en fout complètement des députés. Quoi. Mais peut-être que quand il y a une vague de fonds, il tiendra compte, ou bien il sera obligé de tenir compte. Parce qu'il y a 3 mois, il y a le mari de Mme Buzyn, donc notre cher ministre, et c'est M. Lévy dirige l'INSERM. Et il avait postulé pour être réélu à son poste. Hein. Et comme il était en conflit d'intérêt, et comme il y avait pas mal de gens qui ont râlé, il a préféré démissionner. Voilà, donc on a tout de même une possibilité d'action. Mais il faut que les gens se manifestent. Et après, il y a sans doute de nouveau une pétition qui sera mise sur le net, donc il faut soutenir en souscrivant donc la pétition de soutien aux médecins pour que cette chasse sur ça s'arrête. Mais je pense qu'elle va s'arrêter peut-être prochainement, hein, parce que bon, hier on a eu une très bonne nouvelle, hein, donc l'organisme américain qui est responsable de cette merde, donc c'est l'IDS, hein, l'INSA, hein. Donc c'est eux qui avaient instauré le test en 2 fois. Il fallait d'abord faire ELISA et seulement Western blot après. Bon, ils ont laissé tomber ça et ils ont reconnu que les tests ELISA n'étaient pas fiables. Donc on a gagné de ce point de vue aussi. Donc ça veut dire que le mur de déni est en train de se fissurer partout, quoi. On a gagné sur le plan l'ONU, l'OMS américain, du côté américain on a gagné. La Commission européenne a voté. Donc il ne reste plus que la France. On est le seul pays à dire voilà, ça n'existe pas. La maladie de Lyme chronique n'existe pas. Et on est les seuls contre tout le monde. Hein. Bon, c'est Astérix, mais sauf que la réalité, Astérix n'a jamais existé, quoi. On va garder les autres questions pour la fin. Oui, juste c'est important. Je suis désolé, mais je veux juste signaler que notre député de cette circonscription fait partie de la commission d'études sur l'éthique à l'Assemblée nationale. Très bien. Il s'appelle comment? Maud Petit. Voilà. Donc on va donner la parole au docteur Lallemand. Oui, je voudrais quand même poser une question. Oui, mais on va peut-être arrêter les questions. On va les reprendre dans peu de temps après. Hein? Bon, alors allez-y. Je voulais savoir la position de l'Institut Pasteur par rapport à cette maladie. Est-ce qu'elle vous aide à faire des recherches ou pas? Elle fait des recherches sur les bactériophages, c'est-à-dire des virus spécifiques de chaque bactérie qui existe sur la Terre, et en particulier les virus qui pourraient attaquer les borélies. Chaque espèce, chaque variété de borélie correspondrait à un bactériophage qui pourrait l'attaquer et qui pourrait éventuellement permettre non seulement des traitements spécifiques vis-à-vis de ces bactéries, mais également permettrait des diagnostics. Ça dit, c'est à l'état de recherche. Il y a le docteur Tellière qui s'en occupe actuellement avec des Anglais, et c'est bien avancé, mais enfin bon, je ne sais pas exactement où ils en sont. Toujours est-il que voilà, c'était une façon de traiter extrêmement efficace et très spécifique pour la boréliose. On attend évidemment les conclusions. Il y avait autre chose? Mais vous soutiennent quand même dans cette démarche? Nous, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Vous savez, Sanofi Pasteur Biomérieux, c'est une grande nébuleuse, et Biomérieux étant le garant du test ELISA de dépistage, il ne faut surtout pas y toucher, donc non, on n'est pas du tout soutenu, pas du tout. Mais donc là, il faut tout de même signaler un lobbying très fort anti-Lyme contre nous. Hein. Parce qu'un très bon copain de M. Macron, c'est
c'est le président de Sanofi. Or, Sanofi, c'est le numéro 1 de la pharmacie en Europe, hein, numéro 3 mondial. Et ce monsieur était banquier à Rothschild avec Macron, mais c'est lui qui a fait rentrer Macron chez Rothschild, donc il lui doit quelque chose. Il lui a refilé aussi le dossier qui consistait à vendre une société française à l'étranger, pour laquelle Macron a touché 3 millions d'euros. Donc ils sont très copains. Une deuxième personne qui est anti-Lyme virulente, hein, c'est l'ancienne directrice de l'ARS de Strasbourg, Marie Fontanelle, qui est la femme de premier adjoint au maire, peut-être future maire de Strasbourg, et qui font du lobbying. Elle a fait l'ENA avec Macron à Strasbourg, et elle a démissionné de son poste de directrice. Maintenant, elle a été nommée disons, conseillère à l'Élysée pour les questions de santé. Alors une anti-Lyme virulente qui a fait fermer, c'est l'ARS de Strasbourg qui a fait fermer le laboratoire de Mme Chalère et de Bernard Christophe qui fabriquait le TikToks et qui a intenté le premier procès contre nous. Hein. Donc ce sont ces personnes qui sont très bien placées. Et contre qui, bon, il faudra se battre et puis bon, il faut trouver je sais pas, une faille quelque part. Alors si vous avez des idées... Hein, il faudrait qu'ils aient Lyme. Hein? Il faudrait qu'ils aient Lyme. Notre actuel directeur général de la santé, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Il était professeur en infectiologie. C'est ça. Il n'était pas franchement favorable au Lyme chronique. Disons qu'au début, bon, donc il connaissait bien monsieur professeur Perron, hein, parce qu'il a dû travailler avec lui. Il était de l'autre côté, hein, tout de même, pendant longtemps, et puis il a présidé la commission également. Non, et là, il a pris position plutôt en notre faveur. Et comme c'est un carriériste, hein, parce qu'il a été nommé cette année directeur de la santé, il a à peine 40 ans, donc il arrive déjà au sommet de sa carrière. Hein. Donc il est carriériste. Et puis on a été voir notre député qui est vice-président de cette commission, et qui nous a dit, la veille, il venait de commencer les travaux, et ils avaient fait venir le professeur Salomon. Et il a été surpris un peu par le discours de M. Salomon, hein, qui devait s'occuper, qui connaît bien le Lyme. Et il a dit, vous comprenez, tout ça, bon, c'est pas si simple que ça, alors que c'est plus simple si on veut faire quelque chose. Et il a dit, il compte surtout sur les travaux de cette commission parlementaire pour faire avancer le dossier. Alors, est-ce que c'est une langue de bois, hein, pour faire de la tchatche politique, ou bien vraiment, il ne veut pas se mouiller, hein, pour faire avancer le dossier? Il dit, bon, maintenant je ne me mouille plus, je suis directeur. Et voilà, donc là, il peut toujours pousser les pions en disant, voilà, il faut faire changer parce qu'il y a les députés qui le demandent, parce que derrière les députés, il y a les électeurs. Peut-être que par ce biais, on a une petite avancée possible. Et ça dépend de la virulence aussi des députés. Quoi. Mais là, on a trouvé quelqu'un d'autre, c'est un monsieur qui a sorti le scandale Lactalis et puis qui va nous soutenir. Quoi. Alors lui, il est un peu plus pugnace. Ah, pour les traitements, oui. Mais tu m'as abordé la partie importante. Hein. C'est que si on est malade, bon, on aimerait bien s'en sortir. Alors, donc, comme c'est une maladie complexe, il faut aussi s'imaginer des traitements complexes. Ce n'est pas la simplicité que le professeur Christman a dit, là, il y a 15 jours. Hein. Bon, 8 jours de traitement d'antibiotiques, 15 jours, même peut-être 4 semaines pour les cas très tardifs, et le problème est réglé. Si c'est bien fait, il n'y a jamais de maladie chronique. Voilà, donc, vous n'existez pas. Et c'est le discours qui a été tenu pendant de très nombreuses années, et que le successeur du professeur Christman, c'est le professeur Hanson, qui est tout-même l'expert pour la France, a repris, il vient de sortir un livre la semaine dernière. Hein, il dit, partout dans la presse, c'est la maladie qu'on a fabriquée. On fabrique la maladie. Les malades s'imaginent être malades. Jusqu'à présent, il disait, il s'imagine être malade, maintenant il reconnaît que les gens souffrent. Hein, et les médecins comme nous, on invente la maladie, on conforte les gens dans cette maladie. Et qu'il n'y a que 10% des gens qu'on traite qui ont le Lyme, le reste ce sont des faux Lyme. Voilà. Bon, alors commençons par le traitement simple. Quelqu'un qui se fait piquer, hein, ça c'est effectivement relativement simple, bien que ce n'est pas assez simple que ça. En France, on dit 8 jours d'antibiotiques. J'ai vu des cours où ils disaient 2 jours d'antibiotiques, c'est complètement idiot, quoi. Hein, et autrement, ils disent 15 jours. Maintenant, je me réfère à M. Berghoff, ça c'est le grand spécialiste allemand, il a tout de même sorti un livre de 500 pages, plus de 500 pages avec 2 colonnes. Et il a toutes les références de tous les travaux scientifiques qui ont lieu depuis 30 ans. Hein. Alors lui, il dit que quand il a un héritage migrant, il traite pendant 4 mois. 4 mois. Le traitement, c'est pas les 8 jours ou 15 jours français. Et il a sans doute raison, parce que plus de la moitié de gens qui viennent chez moi
avec des pathologies beaucoup plus lourdes, ont eu un traitement aux antibiotiques à une phase primaire quelques années auparavant. Donc ça veut dire que le traitement français ne marche pas parce qu'il est beaucoup trop court, tout simplement. Alors moi je ne traite pas 4 mois d'antibiotiques, je donne des antibiotiques effectivement. Dans le premier stade, c'est efficace parce qu'on a de fortes chances d'éradiquer complètement la maladie. Et ça, c'est éprouvé par des travaux. Moi, je donne des antibiotiques, effectivement, au début, mais après, je complète avec la phytothérapie, avec de l'aromathérapie, quoi. Et après, tous les conseils, parce que si une maladie se développe ou peut se développer, c'est sur un terrain fragile, donc il faut remonter le terrain. Alors là, on revient toujours dans le même schéma. Pour traiter les maladies chroniques, il faut s'attaquer, moi, en premier. Je m'attaque à l'alimentation. Et pourquoi? Parce que l'immunité est fabriquée au niveau du tube digestif. 70% de l'immunité sont fabriquées au niveau du tube digestif. Donc, c'est l'importance fondamentale de la plaque intestinale. Donc, ce qui joue un très grand rôle, c'est ce qui rentre dans le tube digestif. Donc, on a une action directe avec l'alimentation. Et ce qui est à l'intérieur du tube digestif, donc sur le flanc intestinal. Donc, il faut traiter les deux. Le régime, c'est sans sucre, sans laitage de vache, si possible, et sans gluten. Pour les cas graves, il faut passer par ça. Maintenant, quelqu'un qui se fait piquer, on ne va pas le mettre sur régime sévère non plus. Mais on peut tout de même corriger déjà, parce qu'il y a des gens qui sont très sucrés. Alors cela, il faut corriger, parce que les gens très sucrés ont développé beaucoup plus facilement des pathologies plus lourdes. Après, je joue d'abord l'alimentation. Après, l'équilibre acide-basique, ça c'est très important également. Donc, en corrigeant avec des compléments alimentaires, mais aussi par l'alimentation. Là, il y a des livres. Bon. En France, il y a un monsieur qui s'est penché là-dessus et qui a eu très peu de succès en France chez le médecin, parce qu'il n'était pas médecin, il était ingénieur. Et les Allemands ont repris cette technique, et ils parlent maintenant de technique, et puis ils ont construit des appareils assez sophistiqués pour mesurer le pH urinaire, sanguin et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est très important d'avoir un certain équilibre acide-basique et de les corriger par l'alimentation et par des compléments. Après, pour les gens qui sont malades depuis longtemps, je m'intéresse aussi à l'environnement de leur maison, parce que ça, c'est très important. Il y a également des réseaux hertziens, et il y a des... J'ai conception de faire vérifier la maison par un sourcier, quoi. Parce que quand on est couché sur un mauvais croisement, ça affaiblit le système immunitaire, et les gens développent beaucoup plus facilement des douleurs, mais certaines pathologies, quoi. Après, je m'intéresse alors au traitement plus spécifique. Alors là, c'est pareil. Pour les gens qui ont des pathologies lourdes, on commence avec des traitements beaucoup plus lourds, et les gens qui ont des pathologies plus légères, on les traite différemment. Alors les traitements pour les gens qui ne sont pas trop touchés, je fais donc de l'homéopathie, de la phytothérapie, de l'aromathérapie, plus le traitement de drainage automatiquement du foie et des reins. Il faut soutenir le système immunitaire, donc on donne aussi des compléments alimentaires, donc on a pas mal de choses. Plus l'équilibre acide-basique, plus l'équilibre une vie saine, donc faire un peu de sport, faire éliminer les toxines, donc on conseille le sauna, faire du sport pour faire transpirer, mais pas le sport de compétition, parce que ça rend les gens beaucoup plus acides, donc on aggrave la situation. Mais faire un peu de sport pour éliminer, ça c'est bon. En plus, ça active la circulation sanguine, le système lymphatique, ça fait éliminer beaucoup plus facilement les toxines. La maladie est due aux toxines. Les symptômes sont dus aux toxines, donc il faut éliminer ces toxines. Mais ces toxines proviennent des microbes, donc il faut aussi s'attaquer aux microbes. Enfin, baisser la charge microbienne au début, et après, renforcer le système immunitaire pour qu'il contrôle la maladie. Parce qu'on peut être porteur sain, et sans doute, en France, dans certaines régions, il y a une forte proportion de gens qui sont touchés par le Lyme, puisque c'est une très vieille maladie. Le Lyme, enfin, les bactéries existaient déjà avant l'arrivée de l'homme sur Terre, parce qu'on a trouvé dans de l'ambre de 40 millions d'années des tiques qui contenaient des bactéries. Voilà, donc, sans doute que la race humaine européenne et asiatique a été colonisée depuis longtemps par les tiques. Donc il y a aussi sans doute beaucoup de gens qui sont des porteurs sains, qui ne développent pas une maladie. Donc en fait, le but du traitement, c'est d'arriver de nouveau à ce stade, c'est de rendre les gens asymptomatiques, sans symptômes, sans maladie. Chaque organisme est porteur sain de quantité de microbes. On ne développe pas toujours toutes les maladies, heureusement. Par exemple, pour
un zona pour un herpès, on peut faire une poussée, on peut en faire 10 ou 100 dans sa vie, hein, en fonction de l'état immunitaire. Et entre-temps, entre chaque poussée, le virus ne disparaît pas. Hein, il est mis au sommeil. Donc il faut arriver à ce stade d'endormir de nouveau la maladie, mais je pense à une charge microbienne la plus basse possible. Parce que comme la maladie peut ressortir du jour au lendemain, et tout le monde qui traite les gens connaissent des gens spectaculairement qui sont tombés malades dans quelques jours après un choc émotionnel, hein, un décès, un accident. Après une anesthésie générale, moi j'ai encore, il y a 15 jours, un monsieur qui est venu, qui a été opéré d'une simple hernie inguinale, donc c'est rien, c'est banal. Il venait de prendre sa retraite et il avait déjà des troubles quelques mois auparavant de paresthésie des mains. Bon, il a été consulté, il n'avait pas eu de diagnostic pour ça. Une anesthésie générale et le lendemain, il n'arrivait plus à marcher. Il était plus au lit pendant plusieurs semaines, complètement paralysé. Maintenant, il est venu chez moi, bon, il est venu de Paris d'ailleurs. Il est venu avec deux bâtons de marche pour marcher, quoi. Donc on peut rentrer dans la maladie très rapidement, de façon brutale. Hein, j'ai eu aussi le cas de deux jumelles, il y a une qui était gravement malade, et l'autre avait le même test à la goutte épaisse. Hein. La même image, mais elle n'avait pratiquement rien. Bon, elle a des petits signes, mais elle a dit, moi je ne vais pas faire de régime, je ne vais pas faire comme ma sœur. Hein. Moi j'ai 18 ans, je vais m'éclater. Bon, elle s'est éclatée pendant un an. Elles ont passé le bac l'année d'après, et à cause du stage du bac, elle est tombée malade 15 jours après, de façon brutale, hein, du jour au lendemain. Elle a développé les mêmes symptômes que sa sœur. Mais comme on avait déjà fait le diagnostic, donc on a pu réagir tout de suite. Quoi. Alors que l'autre avait un parcours important d'errance pendant plusieurs années, avec hospitalisation au CHU de Strasbourg. Quoi. Ensuite, voilà, ça sont les axes. Alors, quand je parle d'antibiotiques, on peut donner par comprimé, par voie orale, et là, on joue sur plusieurs sortes. Hein. Il y a la doxycycline et l'amoxicilline qu'on donne surtout au début. Les cas plus graves, moi je préfère faire une rotation d'antibiotiques et on joue sur plusieurs molécules. Hein. On donne aussi de la rifadine, par exemple. Hein. On donne de la citromycine. Enfin, bon. Pour les cas plus graves, je donne également la Rocephin injectable. C'est ce qui marche bien pour tous ces cas neurologiques. Hein. Les gens qui ont des paralysies qui sont en chaise roulante, moi je n'attends pas 3 mois. Hein, je donne des perfusions d'antibiotiques. Pour lesquelles on me poursuit. Parce que, voilà. Et il faut que je rembourse les perfusions que j'ai données. Quoi. Et donc les perfusions d'antibiotiques, ça se fait à domicile. Hein. Hein, c'est l'infirmière qui pique et puis à l'espace d'un quart d'heure, c'est passé. Quoi. Je donne 2 grammes, 3 grammes. Quoi. Et ça rend déjà de très grands services. Pour tous ces cas neurologiques, paralysie, sclérose, aussi pour les polyarthrites, hein, pour toutes les maladies auto-immunes. Hein. Parce que le Lyme est sans doute responsable de quantité de maladies auto-immunes. Combien de temps la Rocephin ? Ça c'est variable, hein, c'est quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Beaucoup plus pour les cas graves. M. Bouli, lui, il en a eu pendant pas mal, hein, pour la pitié salpêtrière. Et le comble, c'est que ces services qui l'ont bien traité hein, pendant pas mal de mois, actuellement, ils disent qu'1 mois de traitement suffit, que 2 mois, c'est complètement loufoque. C'est le professeur Com, pour ne pas les nommer. Quoi. Donc, il dit tout à fait l'inverse de ce qu'il a fait il y a 5 ans. Alors, moi, je ne comprends pas la logique universitaire. Quoi. C'est un progrès parce qu'à Mondor, c'est 14 jours. Mais actuellement, encore, ils disent bon, la version du professeur Kissman, qui est expert pour la France, hein, il a dit ça il y a 15 jours. Hein, ça fait 8 jours, 15 jours. Pour les cas graves, 1 mois. Pour les gens qui ont traîné depuis des années. Et tout le monde guérit puisqu'il n'y a pas de forme chronique. Voilà. Alors c'est rassurant si on l'écoute, sauf que quand on voit le cours qui a été donné à Strasbourg en faculté de médecine cette année, hein, ils font passer maintenant d'autres messages, ils disent qu'il n'y a que 10% de gens qui sont malades. Donc nous on traite 90% des gens qui n'ont rien. Et ils forment les jeunes médecins sur ce thème. Hein. Il y a une page... Bon, que j'ai d'ailleurs ici, hein, que j'ai emmené parce que c'est tellement scandaleux. Hein, alors, les 3 quarts des gens que nous on voit souffrent effectivement, ils reconnaissent tout-même qu'ils souffrent. Douleur et fatigue sévère, sans diagnostic, sans cause trouvée. Ça veut dire sans diagnostic et sans traitement. Alors, ça, c'est universitaire. Et pour lui, sur les 30 cas qu'il a vus en 2016, à sa consultation à Strasbourg, il n'y a que 3 cas de Lyme. Le reste, c'est que du faux Lyme. Bon, ça c'est son idée, sauf que
les gens qui sont traités s'en portent beaucoup mieux, à condition de fuir l'hôpital. Et c'est triste à dire, hein, parce qu'on a besoin de l'hôpital, mais dans certains services, il est préférable de ne pas trop mettre les pieds. Le délai pour voir les effets positifs des antibiotiques, c'est combien de temps? Le délai entre la prise d'antibiotiques et les effets de cette antibiothérapie. Ça, c'est variable également. Bon, c'est une histoire récente. Les gens réagissent très rapidement. Les enfants réagissent très rapidement parce que ce n'est pas toujours des maladies chroniques anciennes. Quelqu'un qui est malade depuis 20 ans, 30 ans, n'a pas un effet toujours immédiat. Il faut 2-3 mois de traitement, par exemple. Déjà, pour les cas, pour les tremblements, ça met beaucoup plus longtemps également. Avant que les gens se sentent mieux, quoi. Le Parkinson et tout ça. Pour les scléroses en plaques aussi, pour les polyarthrites également, il faut plusieurs mois de traitement. Et moi, je peux vous assurer, il y a des gens qui ont eu des polyarthrites, avec des traitements lourds, et maintenant, qui ne prennent plus rien, que le traitement de Lyme, et puis voilà. Et après, ils font de l'entretien. Puis le régime alimentaire, ça c'est très très important pour tous ces cas graves. Mais c'est sûr que, donc on n'est pas tellement aimé dans notre milieu, parce qu'on marche sur le plate-bande. Du quantité de confrères, ben ça c'est pas le but recherché, quoi. C'est que nous, on traite des gens. Alors effectivement, donc à un certain moment donné, les malades se posent des questions. On dit, on ne peut pas avoir deux vérités scientifiques. À un certain moment donné, on peut laisser tomber parfois les traitements lourds. On peut ne prendre que des traitements plus légers, quoi. Voilà. Excusez-moi. Et puis disons que ça c'est une méthode qui rapporterait, qui fait beaucoup d'économies. Ça c'est l'autre aspect du problème. Par exemple pour les maladies polyarthrites, les maladies auto-immunes, on se sert de certaines molécules qui coûtent très cher, comme Humira. Humira, c'est 1 000 € par piqûre par semaine. Ça fait des budgets de 55 000 € à l'année, uniquement en médicaments. Et Humira est devenue la molécule la plus chère pour la sécurité sociale. Ça dépassait le milliard il y a 2 ans. Là, vous faites le calcul. Il y a plus de 300 000 polyarthrites en France et ils veulent mettre 80% de ces polyarthrites sur ces molécules. Vous voyez le nombre de milliards qui sont prescrits et le nombre de milliards qu'on pourra économiser et on n'aura pas de déficit. En Allemagne, où ils traitent plus de 1 million de gens pour le Lyme, ils ont eu des excédents, plus de 30 milliards d'excédents, alors qu'en France, il y a 3 ans, on avait 30 milliards de déficit. Alors donc il y a une différence de 60 milliards, ça c'est énorme. Et ça peut s'expliquer en partie. Bon, là, il y a plein de raisons, mais en partie, les gens bien traités ne vont pas développer des maladies graves qui coûtent très cher. Mais est-ce que c'est le but recherché actuellement? Moi, je voulais savoir, parce qu'il y a 2 ans, moi j'ai fait une paralysie faciale pendant ma grossesse, qu'on m'a dit, je suis au fond, qu'on m'a dit à frigorer. Donc j'ai fait des prises de sang, bien sûr, du coup négatives. Aujourd'hui, mes douleurs reviennent au niveau du visage. J'ai refait des prises de sang, on m'a fait des tests de scanner, d'IRM, ponction lombaire, tout ce que vous voulez qui ne donne rien. Donc aujourd'hui, si je vais voir mon médecin en lui disant je veux tel test et tel test, pour aller dans un laboratoire, n'importe lequel, où il y a des laboratoires finalement spécifiques qui nous feront ces tests sanguins. Écoutez, je connais un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Cohen à Paris, dans le 16e. Et il fait les mêmes tests que ce que je faisais. Et il rend les tracés scanners. Donc, pas de problème. Donc, je peux aller voir mon médecin traitant, je lui dis je veux ça, et je vais là-bas. Voilà. Il y avait une dame... oui. Je vais juste compléter. Et si ça revenait négatif, il ne faudrait pas s'arrêter. Parce que moi, j'ai plein de gens qui reviennent avec un test français, quel qu'il soit, fait par Cohen ou d'autres, parce que ce sont des techniques et aucune technique n'est parfaite. Et on avait d'ailleurs fait un travail à l'époque avec le professeur Montagnier où j'avais 6 tests par personne. Et voilà, et on trouvait n'importe quoi, mais on ne le trouvait jamais pareil. Donc des gens avaient 3 tests positifs, 2 positifs, et voilà. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de test fiable. Sauf il y a des tests maintenant, l'année dernière au Congrès, ils ont parlé en chino-américain, là ils sortaient un test fiable à 99,9%. Et la semaine dernière, ils ont reparlé qu'il y a un test américain qui vient de sortir. Alors est-ce que c'est le même? Ils disent aussi 99,9% de sécurité, d'efficacité. Ça fait au moins un quart d'heure là. Oui, je voulais savoir si Lyme rend électrosensible. Ouais. Dans beaucoup de cas, c'est une des causes. Ouais.
puis en traitant également, on peut inverser, c'est ça la partie importante. Oui, monsieur. La question, il faut répéter la question parce que...